Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Savoir en deux podcasts. Bonjour Bienvenue, Guillaume. bienvenue, bonjour, bonjour Maxime, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour parler de sectes, pour faire la suite de l'épisode, sur la partie 1 sur les sectes. Ouais, exactement, exactement. Qu'est-ce que tu as pensé de ces recherches? Écoute, ça a clarifié quand même pas mal de points qu'on avait pu aborder. Ouais, Alors pour autant, il y a des trucs sur lesquels on était peut-être un peu dans le faux, mais je trouve qu'il y avait quand même pas mal de points où on avait visé juste, ou du moins on était très proche. ouais. Et tu sais quoi, c'est amusant, c'est un retour qu'on nous fait assez régulièrement, où effectivement, dans la première partie, il arrive assez souvent qu'on dise des âneries, comme on pourrait dire. Ouais, qu'on soit à côté de la plaque, Voilà, comme on dit. exactement. Donc, il arrive qu'on dise qu'on soit totalement dedans, qu'on vise juste, qu'on est plutôt bon sur ce qu'on pense savoir des sujets en particulier, et puis il arrive qu'on nous dise des bêtises. Et puis ça fait partie justement du concept, donc c'est très bien. Et encore une fois, un bel exemple de... Pour moi, je trouve qu'on a dit des bonnes choses, des mauvaises, on est capable de se corriger en faisant des recherches en 1 heure, on est capable de confirmer aussi certaines choses qu'on a dites. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et pour Tout, moi, tout en sachant que bon, il faut le rappeler quand même de temps en temps. Le but du concept sur la première partie, c'est de ne pas savoir. exactement. On ne Ouais. sait pas, et on ne sait pas ce qu'on peut pas savoir. Donc, on échange, on voit ce que ça donne, et puis derrière, après, faire des recherches et en apprendre un peu plus, sans pour autant que ça soit une vérité, hein, il faut bien le rappeler. Et puis, ça nous permet simplement d'en savoir un petit peu plus, même si des fois on part peut-être pas dans la bonne direction, ou que on trouve peut-être pas les bonnes informations. Globalement, on en sait un peu plus sur le sujet, et ça nous permet de pouvoir en parler. C'est ça. Sans être des experts, attention, Ouais, disclaimer. donc si vous aussi, vous voyez l'évolution entre les parties 1 et les parties 2, c'est qu'on fait bien notre job. Et qu'on a visé 1000 avec ce concept. Comme tu dis, on a Visé visé dans le 1000. 1000 plutôt. Et non Et pas puis, visé et 1000. de toute façon, ça c'est la charte graphique, enfin la DA, on va dire, de ce podcast, c'est d'oublier des mots ou de remplacer Ou des d'en mots par rajouter. des autres. Comme la semaine de 4 heures, par exemple. Exactement. Pour ceux qui l'ont pas vu cet épisode, allez le voir ou l'écouter. Voilà, Très bon épisode. C'est exactement. tout. Petite auto-promo. En attendant, je pense qu'on peut partir sur le sujet en question. En tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est la façon dont, dès le premier, on va dire, dès les premières recherches, tout de suite, tu prends une petite claque on va dire, la définition de ce qu'est une secte, Ouais. qui répondait à pas mal d'interrogations qu'on avait sur la première partie, et notamment le lien entre secte et religion qu'on avait un peu mentionné. Attention, attention, c'est touchy. Oula. Ouais, effectivement. Je te laisse en parler parce que t'as l'air bien parti quand même là-dedans. Pour éviter voilà d'être insensible à diverses croyances ou je ne sais quoi, je vais vraiment lire mes notes là-dessus sur la définition, c'est hyper important. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les sectes c'était un groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Ouais. Et c'est là où c'est important, c'est qu'en fait on parle de religion. Après, du coup, il faudrait définir ce qu'est une religion, mais là, on va pas nécessairement le faire. Ce qu'il faut, le disclaimer que je peux faire et qui va venir compléter cette définition, qui n'est pas nécessairement dans les dictionnaires quand tu regardes, c'est que la différence entre la religion et une secte, c'est que la religion tolère les différentes formes de vie et de foi de ces individus, de ces membres, à l'inverse d'une secte qui exerce une pression et qui impose sa façon de penser sur ses membres pour assurer l'unité de la secte et du groupe. Ouais. C'est ça la principale différence en réalité, c'est que une religion, tu peux avoir foi en cette religion, mais ça t'empêche pas de rester la personne que tu es, avoir ta personnalité, avoir tes croyances autres ou alternatives ou je ne sais quoi. Ouais, d'être libre en fait, concrètement. Voilà, exactement, d'être pleinement libre de Ouais. ton libre arbitre, de ton esprit critique, etc. Alors que la secte, on t'impose ces choix-là, t'impose des décisions, on t'impose et on te prive de ce libre arbitre. Ouais. Donc c'est la principale différence et qui pour moi est très importante. Voilà. Somme toute assez importante, effectivement. On peut pas passer à côté, sinon on risque de dire de froisser certaines personnes. Ouais, exactement. Moi, du coup, ça tombe assez bien que tu partes là-dessus parce que je suis parti sur 3 points différents. Ok. En gros, pour définir un petit peu ce qu'est une secte et comment est-ce que ça fonctionne. Donc, j'ai un premier quoi que tu viens d'expliquer. Mhm. C'est la définition concrètement, voilà,
que ça peut s'apparenter, enfin ça fait partie, c'est une partie de la religion, mais c'est souvent une vision un petit peu différente ou un peu extrémiste de la religion. Après, j'ai une partie aussi sur du pourquoi. Donc pourquoi est-ce qu'ils le font, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça, pourquoi les personnes aussi rentrent dans ce style de groupe justement. Donc je vais partir là-dessus si ça t'intéresse, bien sûr, ça t'intéresse. Donc la plupart du temps, pourquoi est-ce que ça devient, on va dire, de plus en plus répandu, ou alors qu'on en parle de plus en plus, c'est dû à une chose principale, c'est la baisse d'intérêt par rapport aux religions. Il y a de moins en moins de personnes qui vont s'intéresser à la religion. Je dis pas que c'est des chiffres exponentiels et que ça fait que diminuer. Je dis juste que par rapport au nombre de personnes sur Terre, il y a de moins en moins de personnes qui vont se lancer dans une religion ou qui vont y croire. Et cette chose-là fait que il y a d'autres styles de croyances qui se créent. Alors pas forcément dans une religion en elle-même, mais d'autres styles de religion, par exemple. Et ce qui fait que ça laisse l'opportunité aux personnes qui n'ont pas réellement fait de choix ou qui ne sont pas intéressées là-dedans à pouvoir se laisser tenter dans telle ou telle partie. Parce que de ce que j'ai pu trouver dans les sectes, c'est pas forcément toujours que lié à une religion, c'est surtout lié à une croyance. Et souvent d'ailleurs, ça n'a pas nécessairement de lien avec la religion. Si on se rappelle ce que j'avais mentionné dans l'épisode sur quel était-il, sur les maladies, les médecines parallèles. Merci, je trouve plus mes mots. La majorité des plaintes qui sont déposées pour dérives sectaires concernent la santé, concernent donc, on va dire, des doctrines ou des religions, entre guillemets, qui sont basées sur la santé, comme on peut avoir la scientologie ou d'autres choses. Ouais, exactement, pour pouvoir aller mieux. Alors c'est pareil, ça j'y viendrai un petit peu plus tard, mais ça fait aussi partie de comment est-ce que ça se passe. Bien sûr. Sur la partie pourquoi, il y a aussi le fait d'avoir un désenchantement assez global par rapport au monde, avoir pas mal de déceptions et de vouloir quelque chose, on va dire, d'utopique. Quand on a des idées qui sont quand même assez tranchées sur certains sujets, on peut vite avoir tendance à être dans les extrêmes et à vouloir que ça se passe toujours comme on le souhaite. Et dans certaines sectes, justement, c'est ce qu'on nous vend au début. Et ça finit par changer un petit peu, mais à la base, c'est une forme de manipulation. Voilà, on vous dit, ça se passe comme ça chez nous, c'est super, c'est très bien, et on finit par rentrer, et petit à petit, notre réalité change. Et plus notre réalité change, plus ça s'empire, et plus on fait des concessions, et ainsi de suite. Un peu comme dans une relation toxique. Je crois qu'on en parlait sur le premier épisode. J'ai trouvé quand même quelques petits points avec des similitudes assez parlantes. Ouais, c'est vrai qu'en fait, la phase d'accroche, elle est particulière. Elle consiste vraiment par les gourous, ou on va dire les personnes à l'origine des sectes, ou même les membres qui derrière deviennent à l'initiative de parrainage, etc. Ce qui se passe, c'est que la principale composante qui va faire adhérer à des nouveaux membres, c'est le fait de leur apporter des réponses. Énormément de réponses sur tout et n'importe quoi. La personne qui est un peu perdue, comme tu le dis, qui se retrouve pas dans la société ou qui ne croit plus en certaines choses, etc., va continuer de se poser des questions. On se pose toujours des questions. C'est le principe de l'être humain. On est humain. Et en fait, dans ces sectes, ils sont capables de trouver tout plein de réponses qui sont très adaptées à ce que tu veux entendre. Bidons ou pas, ils auront cette faculté, on va dire, d'anticipation, d'improvisation, qui va permettre de trouver des réponses. Et il arrive un moment où tu te dis, putain, mais cette personne-là, elle a réponse à tout, elle m'apporte toutes les réponses que je cherche, etc. Voilà, je lui fais confiance, c'est mon guide, et tu te fais accrocher. Ouais, exactement. Une des principales formes de manipulation qui est utilisée dans ces sectes. Et du coup, t'en parlais, le fait d'avoir peut-être des fois des manques de confiance en soi ou des pertes de repères, justement, ça c'est une des raisons pour lesquelles aussi les personnes vont avoir tendance à intégrer ce genre de groupe. C'est des pertes de repères, par exemple, par rapport à un choc qui a pu arriver dans la vie, tout bêtement la perte d'un être cher, on perd complètement ses repères, on sait plus quoi faire, qui on est, etc. On a beaucoup de mal à remonter la pente, et ça fera partie de mon point suivant, qu'on abordera un petit peu plus tard, mais sur la façon de faire, justement pour compenser cette perte de valeur ou cette perte de repère dans le monde et dans notre propre personne aussi. Ouais.
En fait, c'est effectivement, en fait, ce qui est expliqué sur les adeptes. Il y avait une citation, alors, erreur de ma part, hein, j'ai pas nommé la personne en question, mais qui expliquait que l'adepte n'est ni fou ni bête, tout au plus affaibli par une crise identitaire. Et cette crise identitaire, et c'est ce qu'expliquent les différents articles et même les études sur le sujet que j'ai pu trouver, c'est qu'en fait, à 95% du temps, la personne qui rentre dans une secte est soit une personne, comme tu dis, qui a vécu un trauma, soit une personne qui se cherche encore sur beaucoup de choses, et comme est expliqué, un peu en crise identitaire, plus ou moins affaibli mentalement, soit déjà dépressif, soit autre chose. Et c'est ça qui fait en fait qu'ils se font alpaguer et accrocher. Et Ouais. ça c'est le problème. Voilà. Ouais, effectivement, effectivement. Alors, ça peut aussi faire partie d'un autre point qui viendra du coup après, mais qu'on va pouvoir commencer d'aborder. C'est aussi la recherche de l'épanouissement personnel. Ouais, exact. Même sans pour autant parler de développement pour le moment, juste la recherche de l'épanouissement. On en parlait juste avant. Dans les religions, c'est souvent le cas. En fait, on recherche à, à se sentir mieux, à une sorte de bien-être. Et ça en fait aussi partie justement sur le point sur les sectes, c'est que on va avoir tendance à vouloir se sentir toujours mieux. Et quand une personne nous tend la main pour nous dire, bah voilà, avec moi tu vas te sentir mieux, forcément on peut lui faire confiance, et en lui accordant un tout petit peu de confiance, petit à petit ça évolue vers une relation. En fait, je pense que on part jamais à se dire je vais faire partie d'une secte et on s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on en ressorte. Ouais. Ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est que dans la religion, on sait si on est croyant ou si on l'est pas. Quand on rentre dans une secte, on s'en rend pas forcément compte jusqu'à ce que notre compte soit vide. La petite Petit jeu de nuance. mots. Non, mais tu as raison, et en plus de ça, ça nous rend plus vulnérables. Le fait d'être en recherche de développement personnel veut dire qu'on est prêt à apprendre de nouvelles choses, à ce qu'on contredise des vérités qu'on avait, des opinions qu'on avait, et ça nous rend vulnérables à ce qu'un jour quelqu'un te dise n'importe quoi et que tu le crois parce que tu es dans cette recherche volontaire Ouais. qu'on t'apprenne quelque chose. Mm. Donc ça te met dans cette position, et en fait ça me permet de boucler pour moi sur les différents liens, parce que j'avais également ce besoin de métamorphose, moi c'est comme ça que je l'avais identifié, principalement sur les psychologies des futurs adeptes. On regroupe du coup donc, tout ce qu'on a dit sur un événement de vie négatif, les personnes dépressives, on a également tout ce qui est les personnes hyper émotives, hyper sensibles, et cette dernière catégorie qui est sur les personnes en besoin de développement, et qui constitue, on va dire, la majorité des adeptes. Ouais, effectivement, effectivement. Alors, du coup, est-ce que tu t'es renseigné comment les sectes font justement pour prendre le contrôle sur ces personnes? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a un processus? Certaines techniques peut-être? Oui, j'ai vu pas mal de choses passer. Donc là, au-delà de ce qu'on vient d'expliquer sur la partie embrigadement, où on va déjà identifier le profil des personnes, donc la liste que je viens de faire, et puis ensuite il y a pas mal d'actions, des actions pour faire une sorte de déconstruction de la personne, déconstruction physique, déconstruction psychique, au travers que ce soit des rituels, de sport intense, de remplacer finalement des éléments de la vie de la personne, de couper les liens familiaux, etc. Enfin, il y a une liste qui est plutôt longue de diverses choses. Toi, qu'est-ce que tu as trouvé sur le sujet? Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait deux moyens en fait. Donc chaque moyen est différent, mais il y en a deux. Inutile de le préciser. Donc il y a deux C'est pas moyens, grave. il y a deux moyens justement qu'ils utilisent. Le premier, c'est la pression. Donc Ouais. c'est vraiment de l'agressivité pure, de la manipulation par la peur ou par du chantage ou des choses comme ça. C'est pas ce qui fonctionne le mieux sur le long terme, mais par contre ça peut fonctionner très bien à court terme, et ça peut permettre de récolter un nombre de membres suffisant pour s'improviser secte nationale, peut-être, je sais pas. Et la deuxième, c'est des techniques qui sont utilisées pour créer, maintenir ou exploiter, justement, t'en parlais, un état psychologique ou physique un peu affaibli, tu vois, pour créer une genre de soumission, une suggestion de la personne qui va être au final la victime dans l'histoire. Ouais. Donc,
on va parler des techniques un petit peu plus loin. Ça sera sur mon comment. Est-ce que toi, t'as des points dans ces 2 exemples? Bah alors, en dehors de ces 2 exemples, je dirais même que pour encore faire du lien entre ces 2 exemples-là, et ça peut être assez intéressant, c'est que pour moi, ces 2 techniques-là, elles ont un but principal, qui est de créer un engagement de l'adepte. Et cet engagement, il est fait par différents sectes, sous plusieurs formes. Ça peut être le fait d'affirmer publiquement que tu fais partie de cette secte, ça peut être le fait de t'engager devant les autres membres de cette communauté par divers moyens, hein. Ça peut être signer quelque chose, ça peut être faire une donation, ça peut être rituel, pendant des meetings, faire un rituel, etc. Bien sûr. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir l'impact psychologique de cet engagement-là. Parce que la première chose, il est que il y a un sentiment de liberté qui est associé à cet acte. Parce qu'à partir du moment où tu commets l'acte, enfin de t'engager, publiquement, donc imaginons un discours où tu dis devant tous les adeptes, je suis content de faire partie de cette organisation, etc. Merci de m'avoir accueilli, tout ça. Tu t'engages verbalement, ça a créé cet engagement psychologique. Pour toi-même. Parce que l'acte, d'une, est public, Ouais. de 2, l'acte est répété, parce que au travers de tous les rituels, tu vas continuer cet engagement. Cet acte, il est coûteux, que ce soit psychologiquement, parce que tu dois remettre en question certaines valeurs, mais aussi coûteux financièrement, souvent, et sur d'autres niveaux. Et il y a également, comme tu dis, du coup, des pressions qui peuvent être impactées, etc. Et une fois que tu as cet engagement, le piège, en fait, ce qui va faire que c'est difficile pour les personnes de s'en sortir, c'est que quand tu t'engages, t'as plus ou moins donné ta parole, et ça devient difficile d'imaginer un retour en arrière. Ouais, parce qu'après tu perds la cohérence avec ce que t'as dit. Et on avait parlé ça dans l'intelligence émotionnelle. Ouais. Ce qui est important dans la vie pour tout être humain, pour se sentir bien, heureux, épanoui, c'est le fait d'être cohérent avec soi-même. Ouais, le fait d'être impeccable par rapport à ce que t'as dit et que tes actions elles suivent par rapport à ce que t'as dit. Et d'où en fait c'est vraiment une technique d'influence, ça, et de manipulation. Le fait de s'engager publiquement devant d'autres membres, par exemple, ou même devant des amis de la famille, revenir en arrière, c'est un peu passer pour un bip, quoi, tu vois. Ouais. Bien sûr. T'auras pas besoin de le mettre comme ça. Ouais, merci, c'est gentil. Non, et puis tout ça, si on veut venir sur quelque chose de très concret pour vous donner d'un ordre d'idée des actions qui peuvent être menées, au niveau physique, on peut avoir tout ce qui est des pratiques comme le jeûne, un effort intense, etc., qui vont permettre de maintenir l'adepte dans une situation physique qui est assez délicate, fatigué, plus très lucide ou je ne sais quoi, qui permet du coup de plus facilement agir sur le côté mental. Et puis après, au niveau mental, justement, au niveau psychique, on va avoir tout plein de techniques différentes, que ce soit de l'hypnose, contrôler la sexualité de ses adeptes, etc., en mettant en place différentes règles. Ouais, exactement. De l'abstinence, par exemple, forcée. Ouais. Et moi, un fait que j'ai trouvé assez intriguant et qui, pour moi, est très logique, c'est le fait de mettre en place un langage, un vocabulaire qui est un peu dédié à cette organisation, pour différentes choses. Et en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à utiliser le langage d'une organisation, c'est encore une façon d'affirmer ton appartenance à ce groupe. Ouais, bien sûr. Et le langage, c'est quelque chose qui se prend très rapidement. Les habitudes, on sait tous. Ouais. On se rend compte, hein, dès qu'on commence à traîner avec une nouvelle personne, un nouvel ami, on commence à prendre les mêmes tics de langage, etc. Imaginez, vous faites partie d'un nouveau groupe qui a son propre langage, ses propres expressions. Vous allez automatiquement, par réflexe, par mimétisme, on appelle ça, les adopter, et indirectement, sans même vous en rendre compte, ce mimétisme-là va vous créer une sorte d'appartenance et refléter encore cet engagement. Ouais, exactement. C'est un cercle vicieux à tous les niveaux, hein. C'est impressionnant, moi, je trouve. En fait, ça fonctionne vraiment de la même façon quand tu rentres dans une entreprise, et que dans l'entreprise, il y a un vocabulaire particulier, un peu technique sur certains points, et où tu prends l'habitude de l'utiliser, et on voit que tu fais partie de cette entreprise. Ouais. Tu vois, et ça fait vraiment
un sentiment de famille, un sentiment d'appartenance, de fraternité. Enfin, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Comme par exemple, le nom des membres, ça sera pas mes membres ou mes amis, ça sera un nom spécifique, genre Mes confrères. mais exactement mes confrères, mes frères, Ouais. mes souillons, non, j'en sais rien, par exemple. Ouais, mais tu fais le parallèle avec en entreprise, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la culture d'entreprise et qui est quelque chose qui est de plus en plus réfléchi d'ailleurs par les entreprises. Bref, en tout cas, on n'est pas en train de faire le parallèle que Non, attention. l'entreprise est une secte, mais on utilise plus ou moins les mêmes principes. Hein, c'est des principes Ouais. psychologiques qui permettent d'influencer plus ou moins. C'est pas toujours. Attention, on le répète, l'influence ou la manipulation n'est pas toujours négative. Ouais, bien sûr. Ça dépend de l'ambition qui est derrière. Quand c'est une entreprise qui vous influence à utiliser un vocabulaire, c'est pas pour vous. C'est pour vous intégrer. Voilà, c'est pour vous intégrer et au final ça a plus de valeur bénéfique pour vous et d'intérêt. Quand c'est dans une secte, en général, c'est plutôt à des fins négatives. Bah, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que la différence entre les deux, c'est que c'est fait à outrance quand c'est dans une secte. Parce que le but final est vraiment de manipuler et d'intégrer les personnes, de faire en sorte qu'elles soient une partie de ce corps global qu'est la secte, quoi. Exactement. Donc, contrairement à une entreprise où vous ne travaillez qu'un certain nombre d'heures chaque jour. Les sectes, eux, ils font 24-24. Et oui, et encore plus les sectes où tu vis en autarcie dans une communauté où tu appartiens directement à cette communauté-là dans un lieu dédié, isolé un peu de la société, etc. Et là, c'est bien compliqué. On va partir un petit peu sur les répercussions de faire partie d'une Ouais. de faire partie d'une secte. Est-ce que tu as trouvé les points négatifs qui font que faire partie d'une secte, c'est mal? Alors après, tout est relatif, mais... Pour être honnête, non, mes recherches ne se sont pas trop orientées par là. Dans ma tête, elles sont assez évidentes et peut-être qu'elles ne le sont pas. En réalité, peut-être que tu vas me surprendre avec d'autres impacts négatifs que je n'aurais pas imaginé. Donc Alors- je te laisse nous en faire l'éloge. Alors, j'ai pas de fun fact du tout. Ah mince. Bon, j'ai un fact, mais qui tombera un petit peu plus tard. Ok. Alors, moi, la principale chose que j'ai pu trouver pendant mes recherches, c'est surtout un aspect financier. Ouais. On en avait déjà parlé, on l'avait déjà abordé. Il y a beaucoup de sectes qui vont récupérer un nombre de membres assez important et qui, petit à petit, une fois, justement, on faisait la blague tout à l'heure, avoir vidé leur compte en banque, vont pas forcément garder ces membres-là, sauf s'ils sont très investis et qu'ils montent les échelons, mais sinon, ils vont simplement les prendre et les virer. Une fois qu'ils ont plus d'argent, ils sont plus finançables, comme on pourrait dire de la part d'une banque. Donc ils peuvent plus récupérer et derrière, ils ont plus une utilité qui est folle, à part peut-être faire un peu de prospection pour aller C'était l'exception que j'allais mentionner. faire pour rentrer un petit peu du Jéhovah, quoi, si on peut le dire, ou du bip, si tu biperas. Donc ça c'est le point principal que j'ai trouvé. Après il y en a quelques-uns d'autres, mais c'est plus c'est des points spécifiques seulement à certaines sectes, parce que globalement toutes les sectes ont pas le même objectif. Il y en a, c'est d'aller vivre dans un coin paumé, vraiment complètement en autarcie, et qu'il n'y ait plus personne qui interagisse avec eux. Et dans ce cas-là, l'argent ou non, ça change pas grand-chose. Oui. À l'inverse, il y a des sectes qui sont dans toutes les villes dans le monde, dans 190 pays, et qui comptent sur l'argent, on va dire, pour vivre et pour survivre, parce qu'elles n'ont pas d'activité à part les donations. Comme l'église. Ouais. Et c'est bien que tu mentionnes ce côté prospection parce que au niveau de la secte, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes. Parce qu'au début, tu rentres en tant que membre, tu t'adaptes à toutes ces nouvelles règles, ces nouveaux rituels, etc. qui te sont imposés. Après, il y a une partie qui est tout ce qui est la peur, on va dire, de ne pas être intégré. Donc tu t'investis de plus en plus dans l'entreprise jusqu'à ce que tu arrives à une nouvelle étape Dans l'entreprise. dans l'entreprise. Et oui, tu vois, c'est des... Sachez que le mot entreprise dans ce podcast veut dire secte. Voilà, exactement. Comme heure voulait dire jour il y a quelque temps. Ouais, exactement. Ça, on est parti on a fait l'analogie entreprise, Ouais. tout de suite, ça confond. fait Non, je comprends. des connexions qui ne devraient pas se faire dans mon cerveau. Bon, très bien. Donc tu Ouais. disais la culture de secte. De la secte. Et en fait, après, tu as l'étape prosélytisme, qui est du coup, comme tu le disais, le recrutement, le fait de promouvoir, etc., la secte auprès de nouvelles personnes extérieures à la secte pour les recruter, pour les convaincre, etc. Ouais. Et en fait, ce qui est aussi amusant, c'est que cette étape-là, elle est hyper importante pour continuer de garder les membres actuels, parce que
en ayant un discours qui cherche à convaincre l'autre, tu te convaincs aussi toi-même. Et bien sûr. ça continue de renforcer ton attachement et ça te bloque et ça t'emprisonne dans cette secte. Justement, j'en parlais de la partie prospection. En fait, il y a une grosse majorité de prospection qui se fait en porte-à-porte. Ouais. Et qui fait du porte-à-porte? Les commerciaux, les entreprises. Et d'ailleurs, je me fais la réflexion que comme j'ai utilisé le mot prospection, c'est peut-être pour ça que j'ai parlé d'entreprise. C'est possible. Mais au final, c'est de la prospection. Bien sûr. Parce qu'ils font vraiment du porte-à-porte. Et comment est-ce qu'un bon commercial fait pour vendre en porte-à-porte? C'est en ayant de la conviction dans son produit et en étant persuadé que ce qu'il vend, c'est fait pour tout le monde, globalement. Et ben, pour les personnes qui font de la prospection dans les sectes, c'est exactement le même fonctionnement. Si elles y croient pas, elles vont pas récupérer de nouveaux membres. D'ailleurs, c'est très surprenant que ça continue de marcher, parce que qui peut se laisser avoir? Vous le savez maintenant, non? Qu'ils attendent à votre porte et qu'ils sonnent en vous regardant. Et ouais. Mais tu vois, c'est assez amusant, parce que là, juste en discutant de comment fonctionnent les sectes, on voit déjà quelques catégories on va dire, de sectes qui peuvent se faire. Notamment, tout à l'heure, tu parlais de développement personnel. Il faut savoir qu'une majorité des plaintes qui sont faites pour les dérives sectaires, alors, j'ai mentionné au début la santé, mais il y a aussi tout ce qui a trait au développement personnel. Donc tu peux retrouver des sectes dans ce niveau-là. Là, tu mentionnais tout ce qui est prospection et tout ça. Ça rappelle un peu le schéma de MLM, marketing de réseau, etc. Où tu dois faire rentrer des nouveaux membres dans ton organisation pour gagner de l'argent, ou tu es commissionné, etc. On peut imaginer que typiquement un adepte qui a été dépouillé par sa secte et qu'il le garde parce qu'il est en mesure de convertir d'autres personnes, c'est un peu le même fonctionnement. Tu le gardes par intérêt parce qu'il te rapporte de l'argent en convainquant de nouveaux adeptes, etc. C'est un peu... Voilà. Et donc, c'est aussi une des catégories pour laquelle on estime qu'il y a des dérives sectaires, c'est tout ce qui est marketing de réseau, comment il l'avait expliqué, marketing à différents niveaux, je sais plus exactement. Pyramidal. C'était pas pyramidal, mais c'était commercialisation à différents niveaux, enfin à des niveaux différents. Okay. Je sais plus comment c'est expliqué, mais bon, ça revient à ça, au marketing de réseau notamment. Donc c'est voilà, assez intéressant, tu vois, et ça recoupe pas mal de choses. Et ce qui est amusant, c'est que pour nous, c'est des choses auxquelles on a touché. On aime le développement personnel, donc on sait typiquement on pourrait être vulnérable à ce genre de choses. Marketing de réseau, on a un peu connu ça à travers de différentes expériences passées qu'on a eues. Donc c'est plus ou moins bon, hein, d'ailleurs. Plus ou moins bon, bien sûr. Mais effectivement, il y a justement, je te rejoins sur ce point-là. C'est ce que j'ai pu trouver aussi pendant mes recherches. C'est que on revient sur les entreprises, pas sur le point négatif cette fois-ci, mais il y a beaucoup de formations qui se font sur le développement personnel en entreprise, qui en fait sont des points de recrutement pour des sectes. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé aberrant. C'est que les personnes qui viennent former sont des recruteurs de sectes, concrètement. On le sait pas sur le moment, on le sait peut-être même pas après, mais si ça se trouve, il y a une ou deux personnes dans l'entreprise qui se sont laissées aller avec cette personne, ils ont identifié les plus faibles et ils ont mordu le troupeau faible. Et ça paraît évident, en fait. Moi, je me dis, si tu as une organisation, une secte ou je ne sais quoi, et que tu veux rencontrer et convaincre des gens, autant utiliser des gens dont c'est le métier. Des gens qui passent leur temps à prospecter, à convaincre des personnes d'acheter un produit ou je ne sais quoi. Ils auront forcément les compétences à reporter pour recruter dans la secte. Donc, bien sûr. C'est assez logique. Et du coup, ça me permet de peut-être boucler sur, on va dire, la différente liste. Comme ça, on saura à peu près de quoi on parle. Mais la liste, on va dire, non exhaustive des différentes catégories de sectes. On va avoir tout ce qui est religieux, comme les mouvances chrétiennes, bouddhistes, hindouistes, musulmanes, etc. Il y en a plein d'autres. On va pas faire toute la liste. Il y a la santé, comme j'avais expliqué. Il y a un truc qui a pas mal émergé, qui existait déjà avant, mais qui a encore plus émergé avec le Covid, c'est le complotiste et dans la même catégorie anti-vax. Ok. Voilà. Donc là, il y a des sectes là-dedans. Pas mal de sectes. Ok, improbable. Tu vois, c'est intéressant. Enfin, pas improbable. Il y a tout ce qui est spiritualité, chamanisme. Voilà. On va avoir des sectes dans l'écologie.
des sectes dans les pseudo-sciences. Ah bah tu vois, j'ai retrouvé mon autre, c'était vente multiniveau, Ok. qu'ils appelaient pour tout ce qui est, comme on appelait ça, marketing de réseau. On va avoir formation professionnelle, comme tu le mentionnais. Également développement personnel, comme on l'a dit. Et puis après, on a les quelques autres où là, c'est assez spécifique, c'est les éco-villages, les communautés autarciques qui vivent exclues de la société. Voilà. Donc c'est une liste pas exhaustive, hein. Vous pouvez, je vous invite à vous renseigner si vous voulez avoir toute la liste. Elle est plutôt longue. Ouais. Mais en tout cas, ça donne un peu une idée de finalement les sectes, sur quoi ça peut reposer. Et on voit que ça repose finalement sur une majorité des champs de la société, hein, qu'on connaît, hein. Ouais, mais c'est ça que je trouve assez fou, c'est que, en fait, pour moi, une secte, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui a un mauvais fond. Ouais. Et autant, quand on parle d'un village, d'un éco-village qui soit autonome, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif, tu vois. Mhm. Après, je comprends, hein, c'est une généralité, il y a pas que ça, loin de là. Mais c'est vrai que ça peut être une partie, justement, de vivre complètement C'est- à l'écart de toute relation sociale hors secte, ce qui fait que, au final, t'es fermé sur toi-même. Ouais. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo il y a quelques temps de ça, justement sur une secte qui s'était construite, c'était en France en plus, alors je me rappelle plus où, mais qui s'était construite entre deux montagnes, et ils avaient aménagé un immense village. Il y avait genre un guide, genre un mec un peu fou, tu vois, qui s'était fait construire une statue de lui de 40 mètres de haut, Ah ouais, mais genre 40 mètres. vraiment, genre un truc de fou, tu vois. Et, et bon, après, Ça doit pas passer inaperçu dans les commandes d'entreprise, ça. là, franchement, sauf s'ils l'ont construit eux-mêmes, du coup. Bonjour, je voudrais vous commander une statue de 40 mètres. Oui, De moi. c'est pour qui? Bah, un tel. Mais c'est un Mais mec qui est ce inconnu. Non, c'est notre guide. Ah oui, d'accord. Non, mais du coup, j'ai trouvé ça fou parce que pendant genre 10-15 ans, ce groupe, du coup, cette secte, avait pu agir impunément, vivre tranquillement, jusqu'à un jour où il y a eu un élément, je me rappelle plus ce que c'est, mais il y a eu un élément qui a fait que la police a commencé à intervenir et du coup a mis fin Ouais. à ce groupement, tu vois. Mais c'est ce que je trouve fou, c'est que il y a dû y avoir des signalements pendant 15 ans. Bien sûr. Tu vois une immense une immense statue au milieu de la forêt, t'es un marcheur, tu te dis putain, chelou quand même un peu, tu vois, c'est pas sur TripAdvisor, c'est qu'il y a un problème. C'est pas faux. Je fais pas de la pub. Non, c'est pas faux. Après, tu vois, c'est amusant. On a du mal à saisir toute la mesure et des dangers qu'on peut avoir, mais typiquement, ce type de communauté, effectivement, si tu regardes juste le côté, ils sont capables de subvenir à leurs propres besoins alimentaires en faisant de l'agriculture, etc., faire leur petit potager, ah bah oui, on voit pas le côté négatif. Mais derrière, tout ce que ça engendre, c'est que si t'es coupé de la communauté, tu sais pas combien il y a de personnes dedans, en quelques générations, t'arrives à de la consanguinité. Ouais. Tu vois, t'as plein de choses qui, derrière, au niveau éthique, sont très difficilement justifiables, et c'est là où les dérives sont C'est dangereuses. limite Tu vois. en fait, ouais. Tu peux pas réellement savoir, tu peux pas l'assurer à 100% jusqu'à ce que t'en aies la certitude, que Et- t'en aies des réelles preuves, quoi. Et c'est aussi après le god complexe, enfin, comme on appelle ça, où en fait, dans ce genre de communauté, il y a toujours une personne centrale. Et le problème, c'est que quand tu as un pouvoir aussi important sur un grand nombre de personnes, tu peux être la meilleure personne du monde à l'origine, tu peux avoir tous les bienfaits possibles, et il arrive à un moment où tu te déconnectes de la réalité et tu commences à tendre vers des extrêmes et des dérives qui sont hallucinantes. C'est Ouais. pour ça qu'on entend tout le temps parler, comme on disait, de polygamie, de sexe avec des enfants, de trafic d'humains, ou je ne sais quoi, hein. Ça va super loin. Mais c'est parce que ces personnes-là sont totalement déconnectées, et pour subvenir à leurs besoins, pour assouvir leurs pulsions, ou je ne sais quoi, vont super loin. Et c'est là où, en fait, ces sectes-là, qui vivent déconnectés de la réalité, finissent par aller loin. Et surtout parce que, et c'est là où, pour même encore boucler sur une chose que j'aurais bien aimé dire au tout début, c'est que quand on parle de dérive sectaire, on parle de toutes les pratiques qui portent atteinte à l'ordre public, et ça constitue, ce qui porte atteinte à l'ordre public, qui porte atteinte aux lois, qui porte atteinte au règlement, aux libertés fondamentales, à la sécurité, à l'intégrité des personnes. Et en fait, si tu vis en extérieur de la société, ça veut dire que tu vis avec des lois différentes, avec des règlements différents, donc par extension, enfin presque Ouais. de façon automatique,
tu es dans l'illégalité. Tu Ouais, vas ouais, faire des choses exactement. qui sont illégales aux yeux de la société. En fait, c'est là où, dans tous les cas, direct, tu arrives sur du négatif. Ouais, en fait, après, quand t'es dans ce genre de monde, on va dire, même pas alternatif, t'es dans un monde complètement à part, tu vas finir par prendre des habitudes. On sait que prendre une habitude, c'est très dur pour changer après derrière, Ouais. mais tu vas prendre des habitudes peut-être négatives, et ainsi de suite, et jusqu'à complètement dévier, c'est ce que tu disais, tu finis par faire des trucs extrêmes que tu considères plus comme étant si graves que ça, parce que bah, petit à petit, t'es allé dans cette direction-là. C'est l'escalade. Ouais, exactement, parce que t'as pas eu un cadre autour qui t'a fait comprendre que c'était pas bien, tu vois. Enfin, Ouais. va prendre le métro une fois et regarde une petite gamine un peu chelou, t'inquiète pas qu'il y a du monde qui va te dire quelque chose. Mhm. Si tu fais ça dans ta forêt perdue, il y a personne qui va rien te dire et ils vont même trouver ça normal, tu vois. Ouais. Donc c'est ça qui est fou en fait, c'est que tu as une perte de repères, tu vois, on en parlait tout à l'heure pour les victimes, mais aussi les bourreaux perdent leurs repères. Exactement, bien sûr. Parce que ils deviennent de plus en plus convaincus des mensonges qui peuvent proliférer, Ouais. et ce qu'ils peuvent dire à leurs victimes, quoi. Ouais, mais ce que tu avais dit dans le premier épisode, et que j'aimais bien cette expression, c'est changement de normalité. Pour moi, ça résume bien la situation. Ouais, c'est incroyable, vraiment incroyable. On va partir sur comment procède-t-on au recrutement, parce qu'on en a parlé Ok, un petit vas-y. peu. On en a parlé sur la partie prospection, et j'ai encore quelques points à aborder là-dessus. Mhm. Alors, on a beaucoup de réseaux qui se fait. Alors, pas du réseau Instagram, etc. Même si, oui, il y en a probablement, et je vous l'expliquerai après en 3 mots, parce que j'ai pas de détails. Mais du coup, il y a de la rencontre, en fait. Ouais, Il peut y avoir des rencontres entre plusieurs sectes ok. qui se fait, comme un genre de forum de sectes, avec des genres de partenariats et des amis d'amis qui sont invités. Et du coup, c'est un peu, justement, t'en parlais, comme le MLM, le marketing de réseau, c'est que J'ai l'impression que tu parles des soirées tupperware. Mais c'est les mêmes principes, en fait. c'est le ça même qui est fou. fonctionnement. C'est C'est le qu'on même utilise fonctionnement. des principes qui sont autorisés et utilisés dans la, entre guillemets, vraie vie. Hein, Ouais. Et qui sont pour- simples à mettre en place, au final. Et qui ne sont pas fonctionnent. illégaux, mais qui, Ouais. à des fins négatives, sont néfastes. Tu vois. Au final, t'as toujours un pan négatif de l'utilisation d'un outil de manipulation. Il y a Donc, toujours deux côtés à une pièce. Hein. ouais. Voilà. Les deux tranchants de l'épée, on Les en deux parle tranchants de souvent. l'épée, ou le revers de la médaille. T'en as un autre ou pas? Non. J'en ai plus. Donc, du coup, la partie réseau, donc ça c'est quand même assez simple, je pense que c'est ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est comme de la recommandation en fait, au final. T'as aussi l'influence sociale, donc on en parlait, sur les formations en entreprise. Ça, typiquement, quand tu as une formation en entreprise, tu vas écouter la personne qui te forme. Si la personne qui te forme a des mauvaises intentions, ça va avoir des répercussions sur toi, Ouais, bien sûr. ça paraît évident. Même si tu arrives à prendre du recul sur ce que la personne dit, que tu arrives à remettre en question et ainsi de suite, tu as quand même une figure d'autorité dans son domaine, par exemple le développement personnel ou l'épanouissement, le yoga ou peu importe, qui te dit ah fais ça c'est bien, toi tu vas te dire et tu vas finir par le faire parce que peut-être que c'est bien, oui effectivement. Oui, Et ça, c'est le début même de changement de l'impose. norme. Tu parles de notion de figure d'autorité. Et Mhm. dans une entreprise, typiquement, si ton chef te dit de faire quelque chose, il y a le côté déontologique où au début tu te dois de le remettre en question. S'il insiste 10 fois, il y a de grandes chances que tu finisses par faire ce qu'il te demande. Oui. Donc dans le cadre d'une formation, C'est comme c'est du peut-être la chantage. même chose. Si la personne te dit pour que vous réussissiez votre formation, il faut que vous fassiez tel exercice ou telle chose. Faut tu que vois, vous ce disiez soit telle chose, déguisé dans machin. j'aime mon guide. Voilà, il arrivera un moment où tu vas finir par le faire. Ouais. Donc, C'est fou quand même de se dire, enfin moi honnêtement quand je suis tombé là-dessus, je suis tombé sur le cul, hein, vraiment. ouais. Est-ce qu'on va pas devenir parano à force? Bah ouais, de tout remettre en question tout le temps. Est-ce que c'est ça qu'on Est-ce veut qu'on va vivre? pas se finir par se méfier de tout le monde? Est-ce que quelqu'un fait partie d'une secte? Ça se trouve, tu fais partie d'une secte et tu essayes de me convaincre depuis 3 ans. Ou peut-être que toi, Ouais. qui sait. Donc ça c'est pour la partie influence sociale. On a parlé aussi du développement personnel, ça c'est pareil. C'est tout ce qui va être formation et stage, donc là on est toujours un peu dans le même domaine. Mais aussi les techniques thérapeutiques. Ouais. Comme par exemple te soigner, enfin t'en parlais justement tout à l'heure un petit peu sur la partie médecine alternative, Mm. bah, quand tu ne connais pas, tu vas faire confiance, tu vas croire plus ou moins, tu vas peut-être finir par être convaincu et au final ça va te lancer là-dedans Ouais. d'une façon on va dire assez simple. T'as aussi Internet et les nouvelles technologies. Donc, Logique, hein, voilà, faut évoluer avec son temps. ça paraît évident, hein, n'importe qui s'y met, c'est fini le porte-à-porte.
pas pour tout le monde. Donc Internet, forcément, Instagram, enfin, c'est des moyens pour diffuser une quantité d'informations énorme Ouais. en peu de temps et à moindre coût. Donc, Et avoir une audience bien plus élargie. exactement. Puis si t'as tous tes adeptes et que t'as Quand tu 11 toques- millions de personnes sur ton compte, Ouais, tu c'est as une clair. grosse visibilité, une force de frappe incroyable. Ah ouais, c'est sûr, quand tu toques à une porte, allez, si t'as vraiment de la chance, il y a peut-être 10 personnes dedans, mais bon, voilà, et quand Chelou tu quand envoies même, un hein. TikTok, tu peux vite atteindre 10, 20, 30 000, Ouais. 30 000 personnes. Alors, En fait, ça va vraiment très vite. c'est exponentiel. Donc, on parlait aussi du porte-à-porte. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose de faire du porte-à-porte? Parce que Côté physique. c'est beaucoup plus personnel. En Ouais. fait, t'as un contact avec la personne que t'as pas forcément sur les réseaux. Alors, est-ce qu'il vaut mieux toucher 35 personnes le même soir ou 35 000 personnes en l'espace de quelques heures? Ça dépend. Le taux de conversion n'est pas le même, c'est aussi C'est ça. sûr. Hein. Et là, on revient encore, je fais encore une analogie avec tout ce que tu peux apprendre en commerce, etc. C'est que finalement, bah, si tu as une approche personnalisée, donc quand tu typiquement fais du porte-à-porte, bah, tu as un taux de conversion qui est bien plus important que Logique. quand tu envoies un mail standardisé Qui tombe dans les à toute spams. une base de données, donc qui tombe dans les spams, personne ne te Ouais. lit, personne t'écoute, t'as allez, 0,1% de taux de conversion, et quand tu parles à la personne, bah, tu peux rebondir sur ses objections, essayer de la convaincre sur des trucs sur lesquels elle n'est pas d'accord, Ouais. modifier ton discours en fonction de la personne que tu vois en face de toi, si tu l'analyses bien, etc., que tu vois quel genre de personne c'est, et ça, tu as beaucoup plus de chances de la convertir. C'est plus simple, c'est clair et net, c'est plus simple. De toute façon, l'humain a besoin de relations physiques, a Et besoin en de plus- contact et parler en face à face, c'est quand même plus agréable que derrière un texte de mail. Bien, Ça, bien c'est sûr, clair et net. c'est pour ça qu'on fait le podcast en physique. On pourrait très bien être chacun chez soi, En visio avec un ou au micro, téléphone. en visio, voilà. Ça aurait pas le même charme. Non, Parce que là, il y a deux charmes sur la même Ouais. vidéo. Bon, vous qui nous écoutez, non, mais vous qui nous regardez, oui. attends, il y a le charme de notre voix, attends, C'est vrai. surtout la tienne. D'ailleurs, en parlant de ça, ça m'amène sur mon dernier point. Ok. C'était pas prévu, mais c'est très bien placé. Il y a deux techniques de manipulation qui sont basées sur les émotions. Ok. Surtout les émotions, on va dire, positives. La première, c'est la drague. Ça marche très bien. Hein. Mhm. On peut voir des fois dans certains films comment manipuler une jeune femme, par exemple, avec un beau gosse, etc. Enfin, peu importe. Ça s'appelle le flirty phishing. Ok. Ouais, ça a un nom Flirty phishing. qui est somme toute assez stylé. Ouais. Et phishing, comme quand t'écris phishing pour. Ouais, Donc PH. ouais, non, pour, pas du tout. Non, non. Je parlais du phishing sur internet, ou du coup, du Eh ben, phishing à la pêche, du coup. alors Là, moi, c'est- je l'ai là, écrit- c'est FH. Je l'ai écrit FI. avec un F. Peut-être que c'était PH, j'ai pas fait gaffe. Ok, En fait, quand je l'ai lu phishing, j'ai mis un F. ça marche. Donc la drague, ça Ok. marche assez bien. Par contre, c'est pareil, c'est comme le porte-à-porte. Tu peux pas en faire 25 le même soir, c'est compliqué. Hmm. Et t'as aussi le love bombing. Ouais, ouais, ouais. Alors comment tu le traduirais, le love bombing? Love bombing. Une bombe d'amour. Ouais, c'est exactement ça. C'est le bombardement d'amour. Ok. C'est le fait de donner tellement d'amour que la personne, elle est submergée et elle Ok. se laisse aller à ses émotions. C'est quand même, j'ai trouvé ça dingue Ouais. d'avoir cette technique-là qui est utilisée. En fait, c'est C'est comme les quand... harceleurs, les stalkers, là. Non mais c'est comme quand t'as besoin d'un truc auprès de ta mère et que tu lui dis ah maman je t'aime, moi j'ai fait la vaisselle, j'ai fait le ménage machin, tu lui envoies plein de positivité Ouais. et en fait elle finit par craquer. Et ben c'est exactement le même fonctionnement. C'est impressionnant. Donc je pense qu'un jour un guide de secte s'est dit oh, je me rappelle je faisais ça avec ma mère, ça marchait trop bien. Et boum, 12 disciples de plus. Et c'est probablement la plus grande secte aujourd'hui. Peut-être. D'ailleurs, elle s'appelle la... Non, je rigole. Bon, moi j'ai terminé sur cette partie comment est-ce qu'ils recrutent. Il me reste encore une ou deux petites parties et aussi un fact, mais je te laisse continuer. Bah moi, la prochaine partie, moi, que j'aurais souhaité aborder, mais alors en fonction de ce que t'as, toi, peut-être que c'est pas nécessairement l'ordre qu'il faut suivre, c'est les sorties de secte. Ok, c'est le dernier point que j'avais, ouais. Ok, donc peut-être que tu veux partir sur l'avant-dernier dans ce cas, Non, pour garder. non, Ok. parce que mon avant-dernier c'est un fact. Ok, Donc c'est un on fact. peut On peut le partir donner sur les après. sorties, ça me va. Et en fait, il est vrai que à l'origine, quand tu rentres dans une secte, finalement, tant que ta secte n'est pas, on va dire, entre guillemets, démantelée, Mhm. il est probable que tu y restes de façon indéfinie ou Ou qu'on te si foute tu te dehors. fais virer, voilà, Ouais. que tu ne sers pas à la communauté, que tu n'as plus d'argent à Ouais. donner pour renflouer les caisses de ta secte,
effectivement, il y a des chances que tu te fasses virer. Comme on dit d'ailleurs, donner. Donnez-moi De de la monnaie. l'argent pour ma secte. Donc, du coup, comment est-ce qu'on sort d'une secte, Maxime? Alors Explique-nous. comment bah, je ne sais pas. Moi, c'était pas là-dessus mon focus. C'est plus sur l'impact en fait que ça va avoir derrière. Ok, je te propose de commencer du coup. Ouais, ok. Je vais Vas-y, commencer commence. parce que j'ai ma technique en 5 étapes Ok. pour sortir d'une secte. Super, vas-y, donne-nous. J'aurais pu être une pub sur Facebook, quoi. Génial. C'est bien, on pourra en faire un TikTok qui fait le buzz. Vas-y. Donc, ma technique en 5 étapes pour sortir d'une secte, que j'ai trouvé sur un site. Donc, la technique de quelqu'un d'autre en 5 étapes que tu t'appropries pour sortir d'une secte. Exactement. Super, vas-y. Sachant que je ne suis pas un expert dans le domaine. Je ne suis jamais sorti d'une secte. Yes. Pas encore, peut-être un jour. Donc, la première partie, et justement, je fais un petit aparté rapide, ça rejoint quand même beaucoup comment sortir d'une relation toxique. Ouais. Tu vois, on en parlait dans l'épisode 1, et vraiment, alors peut-être que j'ai fait mes recherches dans ce sens-là aussi, peut-être, Mhm. mais ça rejoint quand même pas mal. La première partie, c'est de prendre conscience de l'emprise que la personne ou le groupe a sur soi-même. Mhm. Ça, c'est indéniable. Logique, Hein. C'est ouais. se rendre compte des choses pour pouvoir ensuite les accepter. Donc, la deuxième étape, c'est de sortir du déni. Donc, les deux vont un petit peu l'une avec l'autre. Ouais. C'est que tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est un peu bizarre que ta petite cousine, elle soit avec le guide qui a 35 ans de plus. Et tu sors du déni, tu te dis, mais en fait, non, c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça. Ensuite, tu as le fait de faire le deuil de la relation que tu peux avoir avec ton groupe ou que tu peux avoir avec une personne dans le groupe, peu importe. Donc c'est vraiment le même fonctionnement. Ouais. Le fait de faire le deuil et de se dire, bah, en fait, il faut pas que je reste ici, il faut que je parte. C'est très compliqué de partir, parce qu'il faut quand même prendre la décision, c'est toujours pareil, mais c'est ce qui permet de changer peut-être un petit peu de vie, voilà, de se transformer. Donc la quatrième des choses, c'est de sortir de l'isolement. C'est peut-être reprendre contact avec sa famille. Hein, tout bêtement, voilà, ça fait 5 ans que je vis au fin fond de la forêt dans la Creuse. On reprend l'exemple de la Creuse. Alors du coup, je pense pas que c'est le bon exemple, parce que tout à l'heure tu mentionnais 2 montagnes, Creuse et montagne. Non, c'est des montagnes creuses, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, C'est pour ok. ça. C'est des cratères. Quoi. Dans les creuses des montagnes. Donc sortir de l'isolement, peut-être reprendre contact avec la famille, quitter le groupe, le troupeau, quitter la tribu. Chose peu qui n'est importe. pas facile en plus, parce qu'en général, quand les liens sont sectionnés dans ce genre de contexte, c'est pas sectionné d'une façon très bienveillante. Et pourtant, ça serait, je pense, un des moments où on a le plus besoin d'avoir du soutien externe, de personnes qui vont peut-être faire un effort et essayer de comprendre que ce qu'on a vécu, on n'a pas vécu volontairement, Ouais. qu'on s'est Qu'on a laissé, été manipulé. on s'est laissé avoir, quoi. Et la dernière, du coup, c'est de pouvoir observer ses faiblesses et ses fragilités. Donc, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, comment ça a pu m'arriver concrètement, et de pouvoir, du coup, les accepter et faire en sorte que ça ne recommence pas. Parce que quand tu sors d'une secte, t'as pas envie de re-rentrer dans une secte 2-3 ans plus tard, en te laissant avoir de la même façon. Donc ça, c'est vraiment les 5 étapes de quitter jusqu'à ne plus retourner. Voilà. Intéressant. Donc ma technique en 5 étapes, je sais pas si elle fonctionne. Ouais. Je l'ai trouvée quand même, mais à tester. Ouais, c'est intéressant, et puis pour moi, c'est un challenge de ouf, parce que en fait, tu dois remettre en question plein de choses, et comme on l'a expliqué, à l'origine, tu rentres dans une secte, ils t'apportent toutes les réponses que tu attendais, que tu voulais, on te prive de ton libre arbitre. Il y a beaucoup de choses que tu dois réapprendre. Je parlais des liens avec la famille qui ont été coupés. Il y a, pour moi, un de très très gros freins psychologiques, et là, pour moi, c'est un disclaimer, et même une communication que j'aimerais faire à tous, c'est hyper important, c'est que dans la société actuelle, on a tendance à mettre un intérêt, je sais pas, un accent assez important sur le mindset, le pouvoir de la volonté, etc. Et on a tendance à penser que quelqu'un qui se laisse manipuler est faible, etc. Et c'est quelque chose de très négatif. Et faut pas oublier, faut garder à l'esprit que tout le monde ça peut arriver à tout le monde, que c'est pas parce qu'on se laisse manipuler qu'on est faible, et que même si c'était le cas, en fait, c'est pas de notre fait, c'est pas une volonté de la part. Donc il faut réussir à être bienveillant, à accepter que même si vous avez subi des trahisons par quelqu'un qui est rentré dans une secte d'une façon ou d'une autre, faut réussir à avoir la bienveillance de l'accueillir s'il revient vers vous.
pour essayer de l'aider, etc., et de faire on va dire, passer l'éponge sur les différents conflits que vous avez pu avoir, etc. Et ça, c'est hyper important, et c'est très dur à faire parce que on l'associe, comme je disais, à ce côté très mental, où, voilà, c'est une sorte de chimère, cette volonté qu'on est censé tout savoir, cette force d'esprit, etc. Ouais. Sachant que c'est vraiment très difficile. Alors, quand quelqu'un va pour rentrer dans une secte, petit à petit, il y a les relations avec la famille qui se dégradent, et c'est très difficile de parler avec une personne comme ça, parce que bah, justement, elle est convaincue de ce qu'elle dit, et petit à petit, on la voit sombrer, et en fait, on peut rien faire, parce que si on dit quelque chose, ça va au conflit. Ouais. Il faut arriver à faire se questionner la personne, pour faire en sorte qu'elle sombre pas plus, et ainsi de suite. Ça m'est pas arrivé, donc je sais pas, mais je pense que c'est très compliqué. C'est comme quand on sait que un membre de notre famille ou un ami est dans une relation qui ne lui correspond pas. Derrière, en disant certains mots, on peut aller au conflit et avoir un arrêt complet de la relation juste parce qu'on a essayé d'aider la personne. Ouais, exactement. Donc c'est très très compliqué. Ouais. Donc là, on est parti sur comment quitter une secte. Et toi, tu m'as dit que du coup, tu avais aussi une partie sur les répercussions que ça pouvait avoir par la suite. Ouais, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que une personne qui sort d'une secte, là, on faisait le parallèle à comment tu rentres de façon assez progressive. Quand tu en sors, c'est à l'inverse, pas progressif du tout, sauf dans le cadre où tu t'en rends compte, mais dans les autres cadres qui sont malheureusement plus standards, c'est soit, comme je disais, un démantèlement de la secte, soit tu te fais virer, etc. Et ça, c'est souvent assez drastique, ce qui veut dire que tu dois absolument tout remettre en question en un instant. Ouais. Donc c'est hyper dur, c'est déjà très dur de ce côté progressif de te faire manipuler, etc. C'est des changements qui mettent beaucoup de temps à être opérés, donc c'est comme ça que tu te fais appâter dans une secte. Mais alors en plus du coup le chemin inverse où tu dois repenser tous les niveaux de ta vie, que ce soit ton job, tes relations, ta personnalité, tes croyances, etc. Tu dois tout repenser de A à Z, c'est hyper dur. En tout cas, ce qu'on note principalement, on va dire 4 plus gros points qui vont vraiment être difficiles à changer, c'est que quand tu sors d'une secte, tu as déjà une perte de repères. Une perte de repères totale parce que tu as été habitué à d'autres croyances, à d'autres méthodes, d'autres rituels qui sont souvent très déconnectés de la réalité et de la société. Donc tu dois réapprendre tous les codes que tu as peut-être su un jour, mais qu'il faut que tu les réapprennes. Ouais, en fait, tu as changé de réalité entre-temps. Et là, petit disclaimer, c'est encore plus pour les personnes qui naissent dans une secte. Et il y en a beaucoup, figurez-vous. Il y en a énormément. Ensuite, il y a le côté libre arbitre. Comme je disais, quand tu arrives dans une secte, on te prive de ton libre arbitre parce qu'on apporte des réponses à toutes tes questions. Quand on apporte des réponses à toutes tes questions, tu n'as plus besoin de réfléchir. Parce que dès que tu poses une question, quelqu'un d'autre a la réponse. Pas besoin de te l'apporter toi-même. Tes décisions sont prises par quelqu'un d'autre au travers de règles qui te sont imposées ou je ne sais quoi. Donc tu ne sais plus réfléchir par toi-même, tu ne sais plus prendre des décisions. Et donc ça, dans la société, c'est compliqué. Donc encore un point. Il y a le fait que tes liens aient été coupés avec la société, donc comme tu le disais, il faut reprendre tout de A à Z, que ce soit pour faire une réinsertion, on va dire, entre guillemets, que ce soit dans le milieu professionnel, etc. Et puis il y a aussi le milieu social, familial et tout ça. Et encore quelque chose qui va être difficile, c'est qu'en général, il y a toujours un lien qui reste avec la secte. Et si c'est pas un lien de « j'aimais bien cette secte », c'est l'inverse. C'est le lien de tu as de la haine et de la colère contre cette secte. Je vois. Mais le fait d'avoir cette haine, cette colère, etc., ça veut dire que tu y penses encore. Ouais, et le fait que tu y penses encore, ça te prend, comme tu dis, ça te prend de l'énergie. Psychologiquement, ça veut dire que tu es encore pas totalement détaché et ça a encore de l'impact à plusieurs niveaux. Et ça, c'est assez dramatique et ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs points quand même à prendre en compte. Après, ça c'est valable surtout pour les sorties drastiques de sectes. Ouais. Est-ce que tu as eu des infos? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Est-ce que c'est arrivé Est-ce que tu as des infos sur des sectes qui ont été démantelées peut-être? Non, pas nécessairement. Ce que je peux dire, c'est pas du tout fun comme fact, au contraire, moi je trouve ça plutôt désolant, c'est que typiquement entre 2015 et 2021, il y a eu une augmentation
des plaintes contre dérives sectaires, hein, on a doublé typiquement entre 2015 et 2021, ça en dit long. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sectes. Hein. En plus là on a mentionné les différentes catégories, vous voyez que ça peut être à tous les niveaux de la société, on va dire. Ouais. C'est des choses qui sont malheureusement bien gardées secrètes, puis en même temps c'est leur objectif. Ouais, bien sûr. Et donc c'est très difficile de se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font partie d'une secte. Il y a des sectes qui sont moins nocives que d'autres, on s'entend là-dessus. Des choses où typiquement avoir une... Allez, alors c'est pas nécessairement pour les excuser, mais il y a des sectes où le seul principe de la secte, c'est de faire appliquer, par exemple, comme on l'expliquait, une médecine alternative, où au lieu d'aller chez le médecin, on va dire arrête d'aller chez le médecin, maintenant tu te soignes que de la façon dont je te le dis. En mangeant des plantes. Et donc voilà, on te fait manger de la viande, des légumes crus ou je ne sais quoi, des choses qui ne sont pas bons, ou je vais égorger un cochon sur ton corps pendant que tu dors, et tu vas être guéri de ton cancer, tu vois. Enfin, des trucs qui sont aberrants et qui ont des impacts négatifs au niveau de la santé quand même. Ouais, bien sûr. Mais voilà, où on n'a pas forcément tous les niveaux négatifs, tu vois. On cherche pas forcément à t'exploiter de partout. Ouais. Mais bon, voilà, il y a quand même... faut réaliser quand même. C'est dur à réaliser qu'il y a autant de sectes et autant de personnes qui sont impliquées, et à quel point ça bouleverse une vie. En fait, ça fait se poser beaucoup de questions au final. Ouais. Parce que là, on en sait plus sur les sectes. C'est un sujet qui est quand même négatif. Hein. On n'est pas sur de l'intelligence émotionnelle où ça peut nous aider vraiment à avancer dans la vie. Au final, on va peut-être juste se poser plus de questions. Des fois, on va être confronté à certaines situations. Par exemple, si un jour je vois quelqu'un égorger un cochon sur quelqu'un qui dort, je vais me demander s'il n'y a pas une secte là derrière. Ouais. Non, mais c'est bien. En tout cas, je pense qu'avec tout ce qu'on a appris, déjà, on est d'une part plus armé face à ce genre de situation, peut-être un peu moins vulnérable du coup. J'espère que vous vous sentez moins vulnérable, le fait de connaître tout ça. Je vous invite à continuer de vous renseigner si vous le souhaitez. Et puis voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur le sujet, mais il me semble qu'il te reste un fun fact. Il me reste un fact, effectivement. Alors, je suis tombé sur quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Honnêtement, c'est quelque chose que je connais déjà et ça va probablement lancer le sujet suivant. Ok. Alors, sache qu'il y a une secte qui existe, qui est originaire d'Inde. Pas l'animal. Pas l'animal. Je l'ai pas lu rapidement. Ah ouais. Donc, qui est originaire de l'Inde, le pays, qui s'appelle MT. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, MT? Métatrauma. Exactement pas ça. Oh, trop fort. Non, c'est la méditation transcendantale. Ok. Donc, j'aurais pu m'en douter parce que tu l'avais mentionné Ouais. dans le premier épisode des médecines alternatives. Et ben justement, donc ça c'est quelque chose que je connais parce que je me suis déjà renseigné là-dessus, mais à tatillon on va dire, en regardant une ou deux vidéos pour comprendre comment ça fonctionnait. Et en fait, il y a une secte qui s'est construite là-dessus à la base parce que c'était quelque chose qui était assez tabou à une époque, dans les années 1950-1960. C'était assez tabou et en fait il y a quelqu'un qui s'est lancé là-dessus et qui a rassemblé de plus en plus de monde. Est-ce que tu sais combien ils sont dans cette secte? Non, dis-moi. C'est un chiffre entre 3 et 4 millions de personnes. Ils sont 3,5 millions de personnes dans la secte. Ah ouais, quand même. Ce que je trouve quand même assez fou. Et c'est cross-border, je veux dire, c'est que dans un pays ou c'est tous les pays? C'est partout. Ouais, il y a 192 pays. Donc là, on n'est pas sur 3 millions 5, 3 millions 5 français, on est sur 3 millions 5 dans le monde, multinationalité, etc. Ouais, exactement. Et en en fait, c'est impressionnant quand même. J'ai trouvé ça fou, le fait qu'il y ait une secte qui soit construite. Là, du coup, c'est pas de la médecine alternative, mais c'est plus de la pratique alternative, on va dire. Je sais pas, la méditation, dans quelle case on pourrait la mettre? On va le savoir bientôt en discutant. Donc, je vous propose de nous retrouver dans l'épisode suivant. Et d'ailleurs, j'en profite quand même pour faire un petit disclaimer. Quand on parle du coup d'une secte qui fait partie, sur la méditation transcendantale, en tout cas qui en plus en prend le nom, ça veut pas dire que toutes les organisations de méditation transcendantale sont des sectes. Ça veut pas dire que toutes les organisations de marketing de réseau sont des sectes, etc. Il faut bien... ce qui va dans un sens ne va pas forcément dans l'autre. C'est pas parce que une partie de certains écosystèmes sont négatifs, sont des sectes, que tout l'écosystème est corrompu. Okay, donc
voilà, apprendre quand même avec des pincettes, en tout cas bien avoir cette notion-là en tête qui pour moi est importante. De toute façon, Pas tout remettre en question, sinon en fait là on partirait du principe que la médecine est une secte, donc non, ça ne marche pas. De toute façon, on en parlait, il y a toujours 2 tranchants à l'épée et 2 faces à la pièce. Exactement, il y a des dérives dans toutes les catégories de notre vie, de notre société, et voilà, il faut en avoir en tête, mais il faut pas généraliser, il faut pas faire l'amalgame, comme on a tendu à beaucoup le dire il y a déjà quelques années, et c'est important de le faire. Donc on est parti sur ce prochain épisode. Sur les méditations ou les méditations transcendantales. Méditation au sens large peut-être. Méditation au sens large. Très bien. Ça va être assez riche comme échange, j'ai hâte. Ça fait un petit moment qu'on recule ce créneau. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse profondément. Voilà, voilà, vous avez le teasing de la prochaine, du prochain sujet, chose qu'on n'avait encore pas fait jusque-là. Il va falloir attendre 4 jours ou 3. Ouh, attention. 3 jours. C'est pas beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, voilà, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos proches, je ne sais quiconque vous pensez sera intéressé par ce sujet-là. N'hésitez pas à réagir, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis à nous corriger aussi, hein, si on a fait encore des erreurs, ça nous arrive toujours. On répète, si vous êtes professionnel dans les sectes, n'hésitez pas à vous manifester. Hein, parce que carrément, on pourrait faire un 3e épisode avec vous, si vous souhaitez nous apprendre encore de nouvelles choses. Si vous êtes guide d'une secte, hein, encore plus, ça pourrait nous permettre de comprendre the inside. Attention, j'ai pas envie de me mettre dans cette situation-là, on sait jamais, on pourrait se faire manipuler, on sait sans pas, le savoir. Avec un trop plein d'amour, un bombardement d'amour. Voilà, en tout cas, on vous dit à la prochaine fois, et merci de nous avoir suivis dans cet épisode de Savoir en 2 podcast. À la semaine prochaine. Semaine prochaine.